Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les contours se précisent pour l'application de la loi sur les sociétés régionales multiservices, communément appelées SRM. Le ministère de l'Intérieur vient en effet de publier au bulletin officiel le contrat type à conclure entre la délégation et ces fameuses SRM. Il s'agit dans un premier temps de services de base tels que la distribution d'eau potable et d'électricité, l'assainissement, mais aussi le traitement des eaux usées. Cette nouvelle disposition devrait garantir une efficience économique pour ces sociétés, mais aussi c'est une solution au déséquilibre financier lié à la gestion privée du service aux contribuables, notamment en termes d'investissement. Pour la première étape du déploiement, le ministère de l'Intérieur a statué. Ce sera les régions de l'Oriental, Casablanca-Stade et Marrakech-Esfi, avec un délai de 4 mois après publication au bulletin officiel. Notons également que pour permettre aux collectivités territoriales d'entrer dans le capital de ces sociétés régionales multiservices, le ministère de l'Intérieur a opté pour la création du groupement de collectivités territoriales de distribution. De quoi s'agit-il exactement? Nous allons en débattre dans cette émission. Ainsi, chaque collectivité devra contribuer au financement de ce groupement selon chaque région. Beaucoup de questions entourent ces sociétés régionales multiservices et pour y répondre, nous avons avec nous deux experts, deux professeurs de l'Université Mohamed V de Rabat. Tout d'abord, le professeur en finances publiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, professeur Hassan Al-Arafi. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir renouvelé de vous accueillir. Ça fait un peu longtemps qu'on ne vous a pas vu. Le plaisir est partagé. Marhaba, marhaba. Et un plaisir aussi de le retrouver sur ce plateau de questions d'actu. Il s'agit de notre économiste, professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Marhaba, toujours un plaisir. Alors, peut-être pour comprendre le pourquoi. Retour sur les raisons qui ont poussé l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, à recourir à ces sociétés régionales multiservices. Professeur Al-Arafi. Tout d'abord, je pense que les motivations derrière la création de cette nouvelle structure qu'on appelle SRM, Société Régionale Multiservice, remontent ça fait quelques années. D'abord, il s'inscrit dans un mouvement international, global, d'externalisation des services publics de proximité, qu'on appelle communément le consensus de Washington, dans lequel le Maroc s'est inscrit depuis lors pour chercher des financements, des besoins collectifs à moindre coût. Il faut opter pour des solutions pour associer le secteur privé dans ce financement. Ça, c'est le premier mobile. Le second mobile, il ne faut pas oublier que cette société faisait partie des recommandations de la commission spéciale du nouveau modèle de développement. C'est la commission qui a suggéré la création d'une société régionale de distribution. Elle l'appelait de distribution, pas de multiservice. C'est par rapport à l'ONE, principalement. Et c'est pour faire une péréquation efficace de l'eau et de l'énergie. Voilà, c'était la raison. Je pense l'essence de l'idée était ça. Bon, depuis, on commençait à remarquer quelques déclarations de part et d'autre au niveau du gouvernement depuis 2019 jusqu'à l'adoption de la loi en 2023. Bien entendu, les motivations ont été maintes fois déclarées. C'est l'inefficacité des secteurs, le problème de financement, la mutualisation des moyens, etc. Donc, un amas de problèmes qui sont inhérents au secteur de l'eau et de l'électricité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression moi-même que j'ai lu les motivations qui ont été, mais personnellement, j'étais toujours sur ma soif. Pourquoi? C'est comme je suis devant une équation mathématique sans démonstration. Il y a des déclarations de principe. D'abord, historiquement, on ne peut pas convaincre quelqu'un que le changement de statut juridique qui va résoudre le problème. Le problème est dans la bonne gouvernance. Jamais n'était dans le changement de statut. La preuve, c'est que ce secteur-là
qui a connu beaucoup de façons de gestion de services publics de l'eau et de l'électricité depuis 1956. Notamment d'entreprises étrangères. D'accord. 1956, c'était la création de l'ONE. En 1963, donc au 64, c'est la création des régies. Oui. Aujourd'hui, il y a des régies autonomes. Je pense qu'il y a 13 régies aujourd'hui. Après, on a essayé la concession, mais d'une manière déréglementée en 2005, avec l'IDEC à Casablanca. Après, on a adopté la loi sur la gestion déléguée, et la suite, vous le connaissez. D'accord? Donc, personne ne pourrait nous convaincre, même les rapports de la Cour des comptes, ils le confirment, que ce n'est pas parce que vous avez opté pour la gestion déléguée que vous avez pu résoudre les problèmes. Ce n'est pas parce que vous avez opté pour la régie que vous avez résolu le problème. Et rien ne prouve qu'aujourd'hui, si on choisira pour le SRM, qu'on va résoudre les problèmes qui sont liés à ce secteur de distribution de l'eau et de l'électricité. Ils sont un droit. Hein. Aujourd'hui, je pense que le problème n'est pas dans le statut juridique de celui qui va gérer, mais dans le mode de gouvernance, comment il va gérer. Mais ça, la loi, elle le précise. On va y arriver. On va y arriver, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une matrice. Le grand problème des gestions de services publics, c'est quoi? C'est comme on est en train de réfléchir et on prend que SRM, c'est une structure juridique, société anonyme, etc. Et c'est bouée de sauvetage. Ce n'est pas vrai. Il faut faire un arbitrage entre les modes de gestion. Et on va dire, si on opte pour le modèle aujourd'hui de gestion déléguée, voilà les avantages et les inconvénients. Justement, c'était ma prochaine question. Voilà. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Si on va opter pour le modèle de régie autonome, voilà les avantages et les inconvénients. Et si on va opter pour ce genre, voilà les avantages. On n'a pas, personnellement, je ne lis pas cet arbitrage quelque part. J'aurais aimé qu'il soit parmi nous quelqu'un parmi les rédacteurs de cette loi, pour qu'il nous explicite, nous, les professeurs, on a besoin de comprendre. Bon, cela dit, la loi, elle a été votée au Parlement. On ne devrait pas être uniquement nos élus l'ont... Oui, la loi, on peut... En théorie comprise, et ils l'ont votée, cette loi, à part deux formations politiques. Mais l'idée principale, on ne peut pas opter pour un mode de gestion de services, sauf qu'on ait un arbitrage suffisant. Même dans la recommandation de nouveaux modèles de développement, parce qu'on n'a eu que le rapport de synthèse, mais comment on a démontré ceci? Ça, c'est quelque chose que nous ne disposons pas pour pouvoir... Peut-être que le modèle aussi a montré ses faiblesses, puisqu'on parle d'avantages et d'inconvénients. L'ancien modèle a montré des faiblesses, notamment d'ordre financier, et ce qui ne permettait pas une gestion pérenne de ces sociétés. Professeur Fierano, peut-être un mot sur avantages, inconvénients. Est-ce que vous partagez l'avis de Serrafi Arrafi, il nous a emmenés vers le terrain qui est le plus difficile, ça veut dire trouver un peu les raisons analytiques. Ouais. Moi, je pense que dans un cadre de réforme, il y a toujours trois piliers essentiels, je dirais très importants pour pouvoir mener une réforme. Oui. Le premier, c'est en fait le cadre analytique. Ça veut dire comprendre quel mode de production devrons-nous avoir par rapport à une réforme qui touche un bien public. Je pense que Sylla Arrafi, il a parlé un peu du consensus de Washington, un peu qui a émané de ce qu'on appelle le modèle de croissance endogène, qui concentre sa réflexion sur ce qu'on appelle les biens communs ou les biens publics. Et donc, l'électricité, l'eau, etc., ce sont des biens publics. Qu'est-ce qu'on appelle public? C'est géré par l'État? Bon, bien public, ça veut dire implicitement, ce qu'a dit aussi Sylla Arrafi, je l'explique, c'est qu'il n'y a personne qui pourra investir dans ces biens que l'État, comme la recherche, par exemple. Et donc, vous n'avez aucun acteur qui pourra rentrer de taille pour pouvoir démocratiser ces biens publics pour tout le monde. Et je pense que le cœur même de toutes les réformes qui sont menées aujourd'hui, c'est pouvoir démocratiser vous avez commencé par l'eau, l'électricité, l'assainissement. Il faut que tout Marocain soit bénéficiaire. Et ça vient voilà. Hein. Il faut que tout le monde soit bénéficiaire à pied d'égalité. Donc là, on ne peut pas amener une croissance endogène qui permettra d'augmenter notre régime de croissance qu'à travers ça. Maintenant, si je reviens, moi, aux raisons, je rajouterai à ce qu'a dit Arrafi, mais je serai plus numérique, permettez-moi, même si je suis dans l'analyse. Mais il y a une raison aussi qui est très importante à signaler, c'est qu'on est en train de réfléchir aussi au modèle ONI, l'Office national d'eau électricité. Je pense que ça me revient à une déclaration qui a été faite par son responsable, le directeur de l'ONI. Il a déclaré que le déficit a atteint 24 milliards de dirhams
Et ça devient de plus en plus alarmant. Exact. Et donc, automatiquement... Et l'État vient au secours Oui, je sais. Et donc là, il vient subvenir. Bon, vous parlez de 24 milliards, c'est énorme. C'est un peu la moitié de ce qui a été dépensé dans la caisse de compensation à un certain moment dans l'histoire du Maroc. Et donc, automatiquement, donc là, on est en train de revoir cette structure, parce que toujours le cas, il est dans le Maroc, c'est que l'ONI, elle a toujours les 3 activités. Elle a la production, elle a la commercialisation et elle a aussi la distribution. Et donc là, est-ce qu'on est en train, bon, c'est ça le vrai débat, est-ce qu'on est en train de recentrer l'activité de l'ONI à travers la création de ces entreprises? Indéniablement, oui. Parce que la distribution, elle ne sera plus je reviens à la question, mon cher ami, c'est que maintenant, il y a plusieurs modèles par lesquels on peut gérer. Pourquoi le choix de ce modèle? Ça, c'est une question 1. Deuxièmement, si on est en train de revoir la structure ou le recentrage stratégique de l'ONI, il faut nous dire où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va rester uniquement sur la production? Attention, l'ONU, elle est présente dans le monde rural. Elle est très présente. Le coût de production, il est en deçà, il est très inférieur par rapport au coût de revient. Pardon, le coût de vente. Voilà. Le prix de vente, il est inférieur au coût de revient, etc., etc. Ça veut dire là, ce que je dis, c'est que oui, on va discuter un peu les détails de ce texte de loi, du contrat type qui a été élaboré, la manière avec laquelle on a créé ce mode de gouvernance, mais il y a un débat qui reste en amont, c'est le débat sur la conception analytique. À quoi on voudrait arriver par rapport à cette réforme? Est-ce que c'est une reproduction de ce qu'on avait, parce que maintenant, la question phare, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Mais justement, c'était ça ma prochaine question. Quelle est la différence entre une gestion déléguée par un acteur privé et une gestion déléguée en faveur d'une SRM, d'une société régionale multiservice? Je ne suis pas spécialiste dans le cadre juridique, je peux laisser ça, c'est la mais je dirais très simplement, c'est qu'on a remplacé le privé par un PPP. Ça veut dire que vous avez un partenariat public-privé. Déguisé, on peut dire ça. Mais réellement, ce mode de... Bon, voilà. Bon, j'ai déguisé. Dit, voilà. Bon, un partenariat public-privé, parce que ça dépendra un peu des parts, parce que c'est une société anonyme. Bon, ceux qui connaissent la loi 95, je pense, vous êtes mieux placés, c'est l'Arafi, de parler de ça. Bon, ça dépendra du mode de gouvernance qui sera adopté par rapport au pourcentage qui seront attribués, etc., etc. Mais dans le fond, et c'est ça la question centrale, quels sont les éléments innovateurs que va ramener la société, ou je dirais les sociétés régionales de multiservices? Quelle est la valeur ajoutée par rapport aux problématiques d'investissement? Parce que ce secteur, il est très, je dirais... capitalistique. Voilà, très capitalistique. Oui, quelle solution ça va être ramené pour les problématiques sociales que nous avons dans le monde rural, dans les villes, nous avons encore des problèmes dans quelques villes, etc. Et est-ce qu'on va atteindre les objectifs qui ont été fixés en termes de millénaires? Bon, nous savons que nous avons atteint 80, je pense 93, c'est l'Arafi, en termes d'éclairage, ou je dirais d'accès. Voilà, 100%. Bon, je reste un peu sceptique par rapport au terme parce que ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par l'électrification, même pour l'eau, hein, parce que vous mettez l'eau un peu, je dirais, au centre du village et vous avez la maison dans l'autre montagne, etc. Bon, est-ce que c'est approximatif ou non? C'est un long débat. Mais je dirais que la question centrale maintenant, c'est quelle innovation en termes de production, en termes de réalisation d'objectifs vont permettre ces RCRM ou SRM. Voilà, les SRM qui ont été produits. En plus, est-ce que ce contrat qui va être élaboré, est-ce qu'il permet d'arriver à ce qu'on appelle une efficience contractuelle par rapport aux différents acteurs? Est-ce qu'ils auront le même poids? Vous savez, la théorie des contrats, il dit beaucoup de choses sur cette question-là, surtout par rapport aux parties qui seront prenantes à l'intérieur du contrat. Alors, parties prenantes, il y a les établissements entreprises publiques, les collectivités territoriales, et bien sûr ces groupements de coopération que je citais tout à l'heure, mais aussi une société privée. Très bien, vous avez répondu à la question. Bah oui, mais ceci étant dit, quel est aujourd'hui, quand on voit cette composition finalement de ces SRM, de ces sociétés régionales, du point de vue juridique, hein, mais aussi capitalistique, parce que c'est qui mettra le plus la main à la poche, j'ai envie de dire. Ma première question, c'est quelle est la marge d'opération ou la marge d'intervention de l'État dans ce genre de composition? D'accord, pour expliquer le modèle économique d'une manière simple et non simpliste, tel qu'il est énoncé par la loi. Tout d'abord, SRM, c'est une création de l'État. Ça n'a rien à voir avec les collectivités territoriales. Ça n'émane pas de la décentralisation et de la régionalisation avancée. C'est l'État à travers le ministère de l'Intérieur. Le terme régional, il induit en erreur. Pas vraiment, enfin, peut-être pas, parce qu'on parle de chaque région. Sur le plan géographique. Sur le plan géographique. Voilà. Sur le plan décentralisation. Décentralisation, voilà. Non, mais vous faites bien de le préciser. Oui. Parce que l'article 1er, il est clair. Oui.
c'est une société créée par initiative de l'État. Parce que depuis 1956, depuis le recouvrement de l'indépendance, l'un des secteurs que l'État n'a jamais voulu l'abandonner, c'est le secteur de l'eau et de l'électricité. En termes de compétences propres. C'est un secteur régalien, c'est Rafi. Il y a pas mal de secteurs. Vous savez quoi? Ça, c'est un secteur qu'on n'avons pas une décentralisation mature. L'État ne fait pas encore confiance à la décentralisation pour gérer tel secteur. Bon, après, il faut aussi donner de l'autonomie administrative et financière à ces régions. Je vous dis, pour parler de confiance ou pas, d'ailleurs. Je vous dis un indicateur. Aujourd'hui, lorsqu'on parle Sahib al-Marfiq ou le responsable de service, qui est le responsable du service à votre avis? C'est la commune. Parce que la gestion de distribution, c'est une compétence propre à la commune. Propre, quand je dis propre, c'est-à-dire que c'est la commune qui doit la gérer. Okay. Est-ce qu'il la gère par ses propres moyens? Est-ce qu'il la gère par une délégation? Alors l'État, il était intransigeant en la matière. Il a créé ce qu'on appelle les régies au départ, les régies autonomes. Donc les régies autonomes. Et donc dans l'Assemblée, le conseil d'administration, il est constitué par la majorité des élus, mais le directeur général des régies, il est nommé par l'État. Indépendant. Enfin. Et donc pour vous dire, alors aujourd'hui, l'État n'a pas voulu passer par les modes de service public qui sont permis par les lois sur la décentralisation. Il n'a pas voulu créer une société régionale de développement parce qu'il ne fait pas des attributions parce que la région, il a des attributions en ce qui concerne la stratégie de l'eau et de l'efficacité énergétique. Mais il n'a pas le service de proximité. C'est la commune qui a... les provinces et les préfectures sont out en termes de compétences. Aujourd'hui, l'État a choisi pour ce modèle. Alors, il avait une autre option. Quelle est l'option? C'est le PPP dont vous avez parlé, parce qu'il y avait un petit amendement en 2020 qui a permis aux collectivités territoriales de... mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de cas concret. Rentrer dans le capital de ces sociétés. Le PPP, c'est quoi? Tout simplement. C'est-à-dire, je n'ai pas de l'argent, vous allez me construire, je vous paye des redevances. Enfin, après l'amortissement de l'investissement, donc ce que vous avez construit, il serait un bien de retour. Okay. Il n'a pas voulu essayer ceci. Parce que le plus important pour chaque intervenant dans le secteur, quel est le plan d'investissement qu'il devrait apporter. Et donc, l'État n'a pas voulu passer par n'a pas voulu aussi essayer les sociétés de développement local. C'était aussi une alternative. Mais croyez-moi, si j'étais un investisseur, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter une société de développement local pour la simple raison, je ne serai jamais le gestionnaire ou l'administrateur. Parce que la loi, il interdit que je possède plus que 50%. Est-ce que c'est le cas pour la SRM? Alors ça, c'est la raison pour laquelle... SRM. Et donc, je m'en mets les pinceaux aussi. Certainement, ceux qui ont rédigé la loi, ils ont étudié les différentes possibilités. Oh, c'est normal. Ça va oui. Sur le plan... Aujourd'hui, sur le plan juridique. Pourquoi? C'est une conviction, même elle est implicite, que seul le privé qui pourrait résoudre les problèmes. Est-ce qu'on a ces privés-là? Est-ce qu'on a ces entreprises au Maroc qui pourront... Pas forcément. Le privé, jusqu'à quel point? C'est pour ça que je dis quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de l'État. Combien doit détenir l'État? Par exemple, là, on parle d'un seuil de 10%, part symbolique de l'État. Je vous explique. Moi, je ne diabolise pas cette question d'intervention de privé. Je suis un libéral dans mon esprit. Je dis, il faut que l'État soit clair dans son énoncé en disant, voilà, comme on dit, il faut distinguer entre la spécialité et la compétence. Oui, c'est ma compétence, mais je ne suis pas spécialiste pour exercer cette compétence. Je recours à l'externalisation. Donc c'est normal pour moi. Maintenant, votre problème, c'est que vous restez toujours le gestionnaire de problème, le responsable du secteur. Aujourd'hui, le challenge qu'il y a, même si vous introduisez le privé, pas de problème. S'il va apporter le financement, il va apporter l'expertise, il va apporter des solutions qui sont rationnels. Il va nous résoudre les problèmes de déficit dans l'Union parce qu'il va acheter un passif. Celui qui va investir, il va acheter un passif. Donc, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que, d'abord, suivant quelle équation il va s'introduire, et est-ce qu'on a la capacité managériale,
une capacité de contrôle afin de superviser le secteur pour qu'il n'échappe pas au contrôle de maître d'ouvrage ou le contrôle de l'autorité délégante. Parce que demain, qui serait l'autorité délégante? Le modèle économique qu'on choisit, une société anonyme. D'accord? Société anonyme signifie au moins 5 actionnaires. Comment on va choisir les 5 actionnaires? Bon, on a déjà l'État, les collectivités territoriales. L'État, bon, il y a des personnes qui vont investir. Il y a le privé, il y a l'État. L'État doit avoir au moins 10%. C'est ça. Donc les autres, ça serait les collectivités territoriales. Les régions, je ne pense pas qu'ils sont, à mon avis, d'après ma lecture des textes, les régions... Est-ce que l'État implique aussi les entreprises publiques? En fait, Oui, c'est l'État. Oui, mais ils peuvent adhérer. Ils peuvent adhérer. Ils peuvent adhérer. Mais ces 10%-là, est-ce qu'elle implique... Mais il y a une... J'attire attention sur une chose importante qui passe parfois inaperçue. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes État, vous pouvez contribuer à n'importe quel financement. Il faut que l'investissement que vous affectez par l'argent de contribuable ait là une relation avec les compétences qu'on vous a conférées par le législateur. Je donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, remarquez-vous bien le texte, la Constitution, elle parle les régions et les collectivités territoriales. Exact. Ici, on ne parle plus de régions. Là, si, il y a les groupements régionaux. Non, les collectivités, je parle de la loi. Oui. La loi, elle parle des collectivités territoriales. Territoriales, pas les régions. Et même l'arrêté de ministre, l'arrêté de ministre qui a mis le modèle, il vient de paraître au mois d'avril. Le 6 mai, le 6 mai. Le 6 mai, au moment. Donc, il date du 16 avril, etc. Le texte, lorsqu'il fait les références dans les visas, il a fait mention uniquement de la loi sur la commune. Il n'a pas cité les régions, ni les provinces et les préfectures. C'est normal, parce que les régions n'ont pas de compétence de gérer les services de proximité. Proximité, absolument. C'est un domaine. Oui, ils ont les ressources hydriques, etc., mais ce n'est pas leur domaine. Alors demain, le choix des investisseurs, au niveau du public, la Cour des comptes, il a une jurisprudence qui est connue. C'est qu'il signale des remarques contre les contributions des organes publics qui financent ou qui contribuent où il fait des prises de participation dans des secteurs qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et même la jurisprudence comparée en France par la Cour des comptes, c'est quelque chose qui est condamnable. Donc le choix, d'abord le choix des actionnaires, ce n'est pas uniquement pour chercher un montage financier, qui va contribuer. Non, je suis désolé, non. C'est vrai, du coup. Non, il faut que celui qui va contribuer, il faut que sa contribution réponde à un objectif qui relève de sa stratégie territoriale. D'abord, on parle d'une enveloppe budgétaire. Mais également, ça dépend aussi des capacités d'investissement. Mais c'est ça. Parce que si je reviens à votre remarque, c'est Arafi, c'est que c'est le glissement. Ça, c'est le glissement. La vraie raison pour l'État de pouvoir créer ces sociétés, c'est son incapacité à trouver les moyens de financement. Oui, mais il ne faut pas les chercher à n'importe quel. Oui. Si on prend la région maintenant, on prend la région. La région. Si moi je suis président de région, qui va me pousser à faire une prise de participation dans sa société? Il ne relève pas de mes compétences. Ah, tout à fait, vous avez raison. Si je suis président d'un conseil provincial ou provincial, ça ne relève pas de mes compétences. Demain, s'il m'interpelle pour contribuer, dans le cadre des groupements des collectivités territoriales, pas des groupements de communes, attention, des communes. Donc, il se peut que demain, la Cour des comptes, il va me dire, attention, pourquoi vous contribuez à des choses qui ne relèvent pas de vos compétences? Et donc, même les établissements publics, il faut que sa prise de participation, parce que ce ne sont pas des sociétés de financement, ce sont des sociétés, ce sont des organes publics que le législateur a bien défini les missions. Donc, ça, c'est un... Donc, pour vous, il se pose déjà la question de qui va composer ces SRM. Donc, ce n'est pas uniquement parce qu'on a besoin d'un capital de temps, de milliards de dirhams, et on va chercher comment collaborer. Donc, je pense aujourd'hui, à mon avis, pour synthétiser ce débat juridiciste un petit peu, donc, qui s'impose d'ailleurs. Démocratiser un peu aussi, Alors, aujourd'hui, je pense la solution est dans le secteur privé, qu'on l'en veuille ou non. Est-ce que, justement, elle est dans le secteur privé et certaines voix se sont élevées pour décrier une privatisation du service public? Oui, moi je ne serais pas tout à fait d'accord et c'est rare que je ne sois pas d'accord avec Sel Arafi, mais moi je suis contre l'idée que le secteur privé a toujours les solutions pour un problème qui ne marche pas dans l'État.
Peut-être que l'État a un problème de gouvernance par rapport à ses biens. Parce que n'oublions pas, j'ai commencé en disant c'est un bien public que l'État doit prendre en charge. Maintenant, c'est un bien et un service. Et nous les avons, deux assez. Voilà, bien et service, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai bien en général, bien avec chapeau. Très bien. Et donc là, nous avons vécu des expériences qui n'étaient pas tout à fait réussies par rapport à des entreprises à qui on a délégué. Et nous avons ces expériences, je ne vais pas citer de nom. Oui, mais à qui on a délégué, dans quelle transparence? Qu'est-ce qu'on sait? Mais on n'en sait rien. Est-ce qu'on connaît les raisons? Est-ce qu'on connaît les raisons? Je prends un exemple. Moi, je les connais. Oui, je sais que vous connaissez. Oui, je sais que vous connaissez. Mais elles ne sont pas publiques, vous les connaissez. Non, je ne sais pas si je les connais, parce qu'ont été rappelés par la Cour des comptes, par les rapports de CESS. Donc, ce sont des raisons qui sont connues. On peut les mettre en cadre. C'est le manque de contrôle de ces délégataires. Oui. On délègue sans contrôler. Pour d'autres, est-ce qu'on connaît les détails aussi de leur mission et de leur cahier des charges et aussi dans la négociation première? C'est pour ça que je dis qu'il y a des éléments qui manquent et que ces SRM sont censés rectifier en termes de transparence notamment. C'est pour dire que c'est pas que je suis pas dans la vision libérale de Salah Harafi, c'est que la solution n'est pas toujours dans le privé. Il y a des choses que l'État peut prendre en charge. Excusez-moi, je vais le dire, mais pas de façon scientifique, c'est difficile de dire qu'on n'arrive pas à gérer notre eau et notre électricité et les services qui sont associés. C'est un peu délicat de dire ça. Mais la démographie peut-être aussi, l'exode rural... Regardez, j'ai dit que, par exemple, la démographie, finalement, c'est de l'investissement qu'il faut faire. Vous avez besoin de moyens humains. Est-ce que les Marocains ne peuvent pas faire ça? Est-ce qu'on a besoin toujours de déléguer au privé? Ça, c'est une question fondamentale. Maintenant, oui, si vous allez me convaincre par l'idée que c'est un investissement très lourd, qu'il faut avoir des moyens, il faut que l'étranger aussi intervienne, etc. Et j'en passe. Je vais être convaincu pour derrière. Mais c'est des solutions qui sont, je dirais, pas tout à fait optimales, surtout par rapport au secteur privé au Maroc. Ça veut dire, on ne parle pas des États-Unis, on ne parle pas des pays où le secteur privé est vraiment libéralisé. On parle d'un secteur privé marocain. Et même si on ramène des acteurs de l'étranger, ils vont adopter le même comportement qu'on trouve au niveau marocain. Et donc là, voilà, c'est pour moi, je le dirais très simplement, c'est que comment dirais-je, le mode producteur, ou je dirais le mode opérationnel de ces sociétés régionales multiservices, c'est lui le plus important. Et je reviens à ma question tout à l'heure. Quelle valeur ajoutée ils vont ramener? Ça veut dire quelle est la valeur ajoutée par rapport au modèle que nous avons pris auparavant? Surtout qu'il y a plusieurs intervenants pour le coup. Mais maintenant, avant, c'était entre un délégataire et un délégant. Tout à fait, oui. Maintenant, il y a plusieurs, c'est-à-dire que... Ce sont des actionnaires. Ce sont des actionnaires. Oui, mais ils ont leur mot à dire, enfin. Maintenant. Comment vous avez une SA, normalement, une société anonyme, je parle sous contrôle de Harafi, elle est gérée par un conseil d'administration. C'est ça. Vous avez une assemblée générale, un conseil, une assemblée générale extraordinaire, etc. Et donc là, vous avez tous les acteurs qui siègent. Maintenant, c'était question de part. Donc, si on prend la question de part, maintenant, 10% pour les collectivités territoriales, ça veut dire c'est l'État implicitement. Je sais pas. C'est l'État. C'est l'État. Je ne sais pas sur le plan, parce qu'il y a une particularité lorsque l'État est actionnaire. Je pense qu'il y a une particularité par rapport à la gestion en interne. Je ne suis pas spécialiste, mais l'idée fondamentale, c'est quoi? C'est que même si nous avons cette structure, c'est quoi sa valeur ajoutée? C'est ça ma question. C'est quoi sa valeur ajoutée par rapport à l'autre mode? Nous avons les mêmes problèmes. C'est les problèmes qui sont liés au coût énergétique. Nous sommes liés aussi au coût de l'assainissement. Il coûte très très cher. Nous avons des problèmes d'accès qui sont toujours dans plusieurs régions au Maroc. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette démocratisation. Attention, nous avons fait un saut énorme. Ça veut dire que tout le monde salue les sauts qui ont été faits sur le plan de, surtout si je prends les deux services ou les deux éléments qui vont être, par lesquels on va commencer, l'eau, l'électricité et l'assainissement. On a fait un saut énorme. Mais il y a aussi des lacunes dans plusieurs régions au Maroc. Et là, regardez bien ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur. Il a commencé par quelle région? Il a commencé par la région où il y a un problème énorme. C'est Casablanca. Il a laissé les autres où le problème est moins important. Et je parle ici des régions du Sud, etc., etc. Et donc là, ce choix, c'est en fait, moi je crois, c'est un choix qui est réfléchi par rapport à des problématiques que nous avons trouvées dans les modèles antérieurs. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais est-ce qu'on va les éviter avec ce modèle? On n'a pas d'informations sur le plan analytique, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a des signaux, justement? Alors, juste pour rappeler les régions avec lesquelles l'application de cette loi, vous avez parlé de Casablanca-Stade, il y a aussi la région de l'Oriental. Oui. Donc, il y a 4 régions, j'en ai cité 3 tout à l'heure, Marrakech, Esfi et Souss-Messa. Donc, c'est un peu des pilotes dans la 10e lignée, je pense dans 12 mois, on va partir vers Rabat,
la région de Rabat, je pense les 3 autres régions, et après, je pense, je ne sais pas, 18 mois ou 24 mois, on va passer vers les régions du Sud. Tanger, deuxième phase, Fès Meknès, Rabat Salé, Ibn Mla Khnefra. Mais laissons-nous Oui, expliquer professeur une chose. Arafi. Oui. Parce qu'ici, il y a 2 acteurs dans le modèle économique. Il y a l'autorité délégante, il y a le délégataire. C'est ça. Quel est le délégataire? Quelle était l'autorité délégante? Il faut bien répondre à cette question. Pourquoi on a créé des groupements de collectivités territoriales ou des groupements de communes? C'est parce qu'ils vont constituer l'autorité délégante. Parce que c'est une compétence propre aux communes absolument, et qui va la déléguer à cette société. C'est ça, c'est ça. Maintenant, les questions qui se posent. Et bien sûr, c'est une délégation qui va se faire sous l'égide de la loi 54-05 sur la gestion déléguée, avec une dérogation qui est prévue par cette loi. 83-21. C'est pour cela que j'appelle cette loi une loi dérogatoire. Il y a plusieurs dérogations dans cette loi. On fait passer des choses. Non, ce sont des choses. Ce sont les bastions de la gestion déléguée. D'abord, la gestion de l'article 6 de la loi 54-50 parle de la concurrence comme une règle pour passer une gestion déléguée. Maintenant, avec cette loi, il faut passer directement. Juste pour expliquer aux téléspectateurs, Arafi, il ne faut pas passer. On va pas passer. Voilà, tout à fait. Je suis en train de faire parler les textes. C'est-à-dire que l'attribution de la délégation se fera sur entente directe. Donc, c'est une dérogation à l'article 6 de la loi sur la gestion déléguée. C'est plus facile pour la bureaucratie, peut-être? Non, ce n'est pas question de bureaucratie. Maintenant, écoutez-moi, je m'inscris dans la logique d'un investisseur privé. C'est une bonne opportunité pour les hommes d'affaires. Aujourd'hui, qu'ils se bataillent pour décrocher des contrats de la gestion déléguée dont la durée est limitée au maximum 30 ans, suivant l'amortissement du matériel et du plan d'investissement qu'ils vont mobiliser. Aujourd'hui, il a une bonne opportunité de souscrire au capital de sa société avec possibilité d'investir sur 99 ans, alors que son plan d'investissement, je ne pense pas, il ne mérite pas 99. Et donc, il peut acquérir il peut être majoritaire. C'est une bonne chose ou là, c'est une mauvaise chose? Ça dépend de l'investissement qui est mis en jeu. Écoutez, en France, parce que ce modèle existait en France. Oui, absolument. Il existe. Mais il ne faut pas, il y a une statistique qui est effrayante. Aujourd'hui, il y a j'ai lu qu'il y a 835 remunicipalisations au niveau de la France. En fait, c'est le contraire qui se passe en France. On remunicipalise et là, on est en train de privatiser. Dans le sens où on va vers le privé. Le rapport de 2015 du Conseil économique et social, il a parlé de 50 résiliations de ce contrat qu'on a accordé au privé. C'est la raison pour laquelle, au départ de mon intervention, au début, j'ai dit qu'on est en train de déplacer le problème. Le problème, comme l'avait dit mon ami, il avait tout à fait raison, que le problème est dans le mode de gestion. Comment vous gérez? Est-ce que les problèmes que vous avez rencontrés en tant que puissance publique dans la gestion de ce service public ont été incontournables ou ils dépassent vos limites? Ou s'il y a quelque chose qu'il faut résoudre? Je rajoute un élément. Excusez-moi, je vais être un peu dans la Non, on est à bâton rompu, celui qui veut prendre la parole. Vous savez, j'ai vu quelques chiffres, je ne vais pas citer la société à qui on a délégué la gestion de l'eau et de l'électricité. J'ai vu une statistique qui était bizarre. C'est que parmi les arguments qui sont avancés par rapport à la défaillance, c'est 93% de l'usage de l'eau est fait par l'usage domestique. Et 7%, à peu près, 7%, c'est ce qui est dans l'usage, je dirais, professionnel. Est-ce que ça vous paraît normal? Moi, ça me paraissait anormal. J'ai posé la question à la responsable. Qu'est-ce que vous avez dans ce chiffre exactement? Et on m'a dit, toutes les activités à usage d'eau extrême qui sont dans l'informel, ils sont considérés domestiques. Ça veut dire si vous êtes quelqu'un qui produit par exemple, écoutez-moi bien, si vous êtes quelqu'un qui produit du poulet, par exemple, dans des régions populaires, vous êtes domestique. Et attention, ça a un impact sur la tarification. J'y arrivais. Est-ce que ça va changer quelque chose? Écoutez, lorsque j'ai dit le problème, lorsqu'on veut faire une réforme, il y a 3 piliers très importants. Premier pilier, c'est l'analytique. Vous rentrez dans le mode de production du bien, du service, vous connaissez le coût de production. Et de distribution, parce que c'est là aussi... Je parle de tout. Lorsqu'on dit un coup de revient... Voilà, lorsque je dis un coup de revient, je parle de tout. Deuxièmement, vous avez ce qu'a dit Arafi, vous avez le cadre juridique.
Il est très important. Et troisièmement, vous avez le cadre institutionnel dont vous parlez, la composition. Maintenant, moi, là où le bas blesse pour tous les Marocains, c'est quoi? C'est la tarification. Maintenant, c'est pour ça que je parlais du champ d'intervention de l'État. Qui va mettre les garde-fous, notamment pour la tarification? C'est là où je voulais en venir. Vous pensez que ça va être possible avec une quote-part de 10%? Siéger, l'État, lorsqu'il siège dans une société anonyme, elle a des droits qui sont plus importants, qui sont indépendants de sa cotation. Tout à l'heure, j'ai évoqué un peu Sel Arrafi et je l'ai un peu côtoyé en disant que lorsque l'État intervient dans le conseil d'administration d'une SA, ce n'est pas comme un autre acteur. Elle a un pouvoir sur la gestion à l'intérieur de la société. Et donc, si les collectivités locales, et donc là, il faut ouvrir tout un débat, s'ils ont cette capacité d'intervenir au niveau des conseils d'administration et au niveau aussi des assemblées générales extraordinaires, ça pourra changer la donne. Mais si on a un bon mécanisme de contrôle et si on a vraiment cette capacité à gouverner au sein de ces sociétés régionales multiservices. Et donc, si on arrive à faire ça, on pourrait corriger quelques problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la gestion, que ce soit de l'eau, d'électricité ou aussi des autres problèmes liés à l'assainissement. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en parlant de tarification, oui, c'est Arafi, en parlant de tarification, aujourd'hui, l'État prend en charge une partie du coût de revient de l'électricité. C'est le déficit. Je paraphrase ce qu'avait dit la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement à ce propos. C'est bien de le rappeler parce qu'on l'oublie quand on compare avec le programme du gouvernement. Non, mais c'est vrai. Hein. Je le paraphrase parce que parmi les raisons qui ont poussé la commission à suggérer ce modèle économique pour gérer le secteur de la distribution d'eau, il a dit le découpage de la péréquation de l'électricité de sorte à défaire la péréquation tarifaire tacite entre le secteur de l'eau et le secteur de l'énergie. C'est clair. Donc, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous sommes devant une équation mathématique sans démonstration? Parce que c'est ça le résultat qu'il faut. Mais comment on va y arriver? Aujourd'hui, on ne sait pas comment y arriver. Le fait de monter le capital avec 5 actionnaires au moins, créer des groupements de communes, ramenés par la part. Aujourd'hui, ce qu'il faut analyser, ce sont les cahiers de charges de cette société. On parle de cahiers de charges. Pour les gens qui travaillaient pour l'ONE, par exemple, et pour les autres régies et tout, on en fera quoi? Maintenant, je ne sais pas comment, parce qu'il y a plusieurs acteurs. Le problème que dans les SRM, il y a l'État, il y a l'ONE, il y a l'ancien délégataire, le futur délégataire, il y a peut-être, je ne sais pas, il y a plusieurs acteurs qui vont constituer. Donc, ils doivent, avant de passer au conventionnement, qui est dans le modèle, il est prévu par l'arrêté de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est rédiger un cahier de charges de bonne et due forme. Un bon cahier de charges. Parce que quelles étaient les raisons de la défaite de la gestion déléguée? Ce n'est pas dans l'exécution. Parce qu'on était dans une situation d'asymétrie informationnelle avec le privé. Voilà. C'est pour ça que je disais, bon, on n'a pas les infos, vous avez dit qu'on les avait. Le privé, quand il est venu en tant que délégataire, armé, avec des consultants, avec des spécialistes, avec une expérience, et devant lui, le négociateur, qui était les collectivités ou la commune, ont été désarmés des compétences. Il y avait l'appui du ministère de l'expérience. Pour le cas de Rabat, c'est depuis 2002. Pour le cas de Tanger, c'est depuis les années 2000 aussi. C'est-à-dire on a acquis une certaine expérience du côté de l'État aussi vis-à-vis de la gestion des Si on s'inscrit... Je fais un peu l'avocat aussi. Moi, quand j'analyse, ce n'est pas uniquement pour... Je ne suis pas à la faculté en train de dire le cours, mais de faire mon cours. Je m'inscris à la propre logique du citoyen. Est-ce que le citoyen... ce qui l'intéresse, est-ce que le privé qui gère ou le public qui gère, est-ce que la commune... C'est le service et le prix. C'est la dernière question. Et le service. C'est la dernière question qu'il pose. D'ailleurs, les manifestations de Tanger, c'était à cause des prix, on s'en rappelle. Lorsque il y a un problème de l'eau et de l'électricité, ils font les sit-ins devant la commune. Parce que l'autorité publique, qui est la commune, elle reste le responsable de ce service public. Pour que je sois vraiment un responsable de ce service public, il faut que je maîtrise. Parce que déjà, on l'appelle le maître d'ouvrage. Il faut être maître. Il faut
que cette autorité délégante, qui sont les groupements de communes, et donc, certes, parmi les bienfaits de ce texte-là, ou de cette structure... Enfin on a du positif. Non, on est là pour dire la norme, on n'est pas pour critiquer ou pour dénoncer ce qu'il fait. Voilà, il y a des points positifs quand même. On fait de la critique, pas critiquer. Oui. C'est différent. Constructif. Exact, évidemment. On explique. Et nous aussi, on a besoin de dissiper la confusion, difficile des choses qui prêtent à confusion, exact, à équivoque. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, vous êtes l'autorité délégante, d'accord, qui sont les groupements de communes qui vont déléguer à un délégataire. Il faut qu'il élabore son cahier de charge de bonne et de forme. Maintenant, ces groupements, c'est plusieurs communes. Et parmi les bienfaits de cette structure, qu'on va éviter le problème de refus de communes à s'intégrer dans le groupement. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des textes, le gouverneur, il peut pousser ou obliger une commune à s'intégrer dans le groupement. Chose qu'avec les connivences politiques était toujours très beaucoup de problèmes. Avec cet instrument, aujourd'hui, je pense qu'on va éviter toutes les communes. Ils vont constituer un groupement qui va être l'autorité délégante. Maintenant, la question, est-ce que ce groupement est vraiment digne du nom d'autorité délégante qui a un cahier de charges bien ficelé, qui a des compétences? Parce qu'on ne peut pas avoir un contrat type aussi, ou un cahier des charges type. Pour les clauses. Non, un cahier des charges, pardon. Oui, un cahier des charges type, parce que chaque commune... Pour les clauses administratives et financières, oui. Vous parlez des clauses techniques. Les termes de référence. Pour les clauses techniques, oui. Bon, il faut qu'on aille, parce qu'il y a deux passages au niveau de la gestion déléguée. Enfin, il y a des bureaux qui s'occupent de ça. Il faut juste mais on ne doit pas le confondre avec les marchés publics, parce qu'au niveau de la gestion déléguée, il y a une spécificité. C'est qu'au départ, vous avez des cahiers de charges, ce sont des documents contractuels. Il y a par la suite l'offre du délégataire. Oui. Maintenant, l'offre, on aura une seule offre. C'est encore mieux. Parce que c'est encore mieux. Pourquoi je ne sais pas si ça passe. Moi, je suis pour la concurrence. Pourquoi vous dites que c'est mieux? Parce que dans la concurrence... Il n'y a pas de concurrence. Dans la concurrence, vous avez plusieurs offres. Vous savez mais la concurrence... Lorsqu'on choisit la meilleure offre, on la rajoute au cahier de charges et on élabore une convention, un contrat. Aujourd'hui, maintenant, cahier de charges est égal contrat, avec le nouveau modèle. Maintenant, je pense l'enjeu principal, il faut qu'on ait un bon cahier de charges à exécuter par le prochain délégataire, qui est la société. Maintenant, disons 4 mois, on ne devrait pas 4 mois pour la première étape, pour les 4 premières régions. On ne devrait pas retomber dans la cimetière informationnelle. C'est que, comme on le fait aujourd'hui, et reproduire le modèle des régies. Ouais. Parce que qu'est-ce qui s'y passe? Alors, les régies, en principe, ce sont des organes satellites de la commune. En principe. Mais l'État, le conseil d'administration des régies, il est constitué des 2/3 des communes. D'accord? Donc, c'est lui qui doit... Mais ce n'est pas lui qui gère. C'est un secteur qui a échappé catégoriquement de la maîtrise des communes. Non, mais il est temps de les responsabiliser aussi, ces communes, j'ai envie de dire. C'est l'État qui le gère. Oui. Et il a créé des régies par décret. Aujourd'hui, je pense que le SRM, ça serait un organe satellite de l'État, pas un organe satellite des régions. Pas des régions, des communes. Maintenant, l'enjeu, c'est faire un bon cahier de charges, Il faut que la société prépare un plan d'investissement sur lequel elle s'engage, parce que c'est une société anonyme. Donc, évidemment, oui, bien sûr. Le mode de gestion, je pense, maintenant, il faut fédérer les efforts, parce que vous avez des acteurs qui ont accumulé une expérience merveilleuse dans le domaine. Les cadres de l'ONAE, même les communes, ils ont atteint un certain nombre, un niveau de maturité dans la gestion. La DGCT aussi, il a, avec ses moyens d'accompagnement, on peut faire un bon travail. Mais maintenant, si on aura un holding ou un groupe international, une méga société qui va le gérer et qui dépasse nos moyens de contrôle, je pense qu'on va reproduire les modèles qui ont démontré. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le problème de la concurrence ne se pose pas. Pourquoi? Parce que finalement,
ceux qui peuvent rentrer, ça doit être des mastodontes. Ça veut dire que ce n'est pas de simples entreprises qui vont rentrer ou un secteur privé qui est ouvert. Et généralement, ce secteur-là, c'est généralement des secteurs qui sont monopolistiques. Absolument. Ça, il faut le savoir. Absolument. Parce que le degré d'investissement nécessite du temps pour pouvoir le rentabiliser. Oui. Ça ne veut pas dire simplement qu'on ne veut pas qu'il y ait de la concurrence, mais la concurrence, il ne faut pas toujours porter le drapeau concurrence. Il y a des secteurs où on ne peut pas avoir de concurrence, il faut avoir un oligopole, il faut avoir un monopole, il faut avoir une concurrence monopolistique comme le secteur bancaire, etc. Et donc là, l'idée fondamentale pour que ça réussisse, c'est qu'il y ait un équilibre au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance, et qu'il y ait une vision finalement consumer, ça veut dire la vision vers le consommateur et non pas la vision vers le profit. Et je pense que là, le débat sera entre les actionnaires qui émanent du privé et les actionnaires qui émanent de l'État. Parce que finalement, ce sont deux pouvoirs qui interpellent deux choses différentes. Celui-là, il va chercher le profit, c'est son droit. Mais celui-là doit chercher aussi le bien-être du consommateur. Et donc, automatiquement, il faut trouver cette adéquation en mode de production qui permettra les deux. Parce que tout à l'heure, lorsque vous avez lu un peu directement ce qui a été écrit, revoir les tarifications, ça veut dire automatiquement il faut les augmenter. Parce que finalement, le prix, il est vendu avec un prix en deçà du coût de production. Et donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Ça veut dire qu'il faut trouver des mécanismes innovants en termes de financement, en termes de contractualisation pour permettre une meilleure tarification des services publics. Alors, selon le ministre de l'Intérieur, c'était juste après l'adoption de la loi, la question a été bien sûr soulevée, la création, donc selon Silftit, la création de sociétés régionales multiservices n'aura pas d'impact sur les prix de l'électricité au Maroc. Dixit, Louaf Silftit, ministre de l'Intérieur. Un dernier mot. On le croit, mais il faut montrer comment. Je pense la solution de ce genre de problème, qui est une question centrale, parce que ça, il va droit au but chez le citoyen. Le citoyen, il s'intéresse au coût d'accès et la qualité aussi. La qualité et qu'elle soit la même partout. Et qu'elle soit la même partout, voilà. Avec une meilleure qualité. Une meilleure qualité. Il y a, parce que après la constitution des sociétés, des SRM, on va revenir à la loi 54, parce que c'est elle qui... Cette loi doit être réformée, à mon avis. Sinon, il doit être explicité davantage, parce que ce n'est pas uniquement avec ces articles qu'on va résoudre les problèmes. Ce n'est pas la loi 83-21, pardon, qui régit les SRM. Parce que la loi uniquement, c'est le socle. Mais le fonctionnement, c'est sous l'égide de la loi 54-05 sur la gestion déléguée. Il y a je pense l'article 6 ou 4, si ma mémoire est bonne, il y a une phrase très importante, l'équilibre du contrat, ce qu'on appelle en droit la clause de sauvegarde. C'est ça qui doit réguler les relations entre l'autorité délégante et le délégataire. La gouvernance dont on parle, voilà. Oui. Donc, cette question, qu'est-ce que veut dire l'équilibre de contrat? C'est-à-dire qu'il faut donner un meilleur service avec beaucoup de qualité, avec un coût qui est raisonnable. Et donc, maintenant, la seconde bataille, ça serait le perfectionnement de la loi sur la gestion déléguée, parce que c'est cette loi qui va être le soubassement juridique de fonctionnement. Et il y a aussi... Chemin faisant de la première phase. Et je rajoute juste une remarque. Dernière remarque. C'est que on est en train de parler en aval dans les sociétés régionales multiservices. Oui. Je pense qu'il faut que le débat soit aussi sur toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur. Maintenant, la question de production de l'eau, de l'électricité pose un problème. Surtout l'eau. Voilà. Ça, c'est un grand problème. Deuxièmement, la question de distribution pose un problème. La question de commercialisation, c'est ce qui va être résolu par les sociétés régionales multiservices. Et donc, il faut qu'on ait une maîtrise de toute la chaîne. Surtout que si on parle de l'ONI, l'Office national de l'électricité, en mode de gouvernance, il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'à aujourd'hui, les citoyens paient de factures. Vous payez la facture de l'eau indépendamment de la facture d'électricité. Ça pose beaucoup de questions. Ouais. Donc, en termes de production. Voilà. Merci. Donc, le gouvernement a le pain sur la planche afin de parfaire les textes qui vont permettre de sécuriser le fonctionnement des sociétés régionales. Tout à fait. Il ne faut pas oublier. Pour ne pas retomber dans les errements du passé. Et il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est maximiser le consommateur. Il devra avoir accès à ces services à des prix qui lui permettent une démocratisation réelle. Oui, d'un droit. Parce qu'il faut le rappeler. Voilà. C'est un service, certes, mais c'est un droit du citoyen et surtout du contribuable. En 2024, parler d'eau et d'électricité, je pense que c'est un peu dépassé.
D'abord, il y a l'assainissement, Il y a les énergies renouvelables, il y a tout un débat qu'il faut ouvrir sur ça. Il y a aussi le transport public, on en parle. Voilà. Merci beaucoup, Séverano. Merci à vous également, Rafi. C'était fort intéressant, vraiment. J'espère qu'on a pu mettre en lumière ces nouvelles sociétés régionales multiservices. Nous allons certainement revenir, parce que là, il y a juillet pour la première phase, il y a la deuxième phase qui sera enclenchée juste après, donc après la parution de cette loi au bulletin officiel et le cadre juridique de ces sociétés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée.